Bonjour à tous, bienvenue dans la formule Espresso d'entre deux patients. Moi c'est Marion et aujourd'hui on parle syndrome de l'imposteur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser poster sur les réseaux sociaux de peur que vos collègues vous jugent ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas oser lancer un nouveau projet, un podcast, une formation en ligne parce que vous pensez que d'autres le font bien mieux que vous ou que vous n'avez pas suffisamment d'expérience ? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver face à un patient en vous demandant s'il ne serait pas mieux suivi ailleurs ? Eh bien moi, clairement, oui. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Cette impression d'être un imposteur dans son travail, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être légitime. C'est tout à fait normal, je pense que ça nous est tous et toutes arrivé au moins une fois. Et c'est même sain finalement. On doute, on s'interroge. Mais là où ça peut devenir problématique, c'est quand ça prend trop de place, quand ça nous freine. Là, ça peut poser un vrai problème. On va s'empêcher de faire des choses, de sortir de sa zone de confort et s'enfermer dans des choses qu'on maîtrise. On a des compétences, mais à cause du syndrome de l'imposteur, on s'empêche de se lancer dans de nouvelles activités. C'est de ça qu'on va parler ensemble aujourd'hui. Alors souvent, ce syndrome de l'imposteur, il vient de la peur du regard des autres, de la peur du jugement des autres, et puis aussi de la peur de l'échec, dans une société où échouer est souvent mal vu. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est de changer ce regard et d'envisager l'échec comme quelque chose de positif, de formateur même, un apprentissage, un passage inévitable pour avancer et progresser. Et de prendre quelques minutes pour faire un pas de côté et se demander ce qui se passerait si ce projet, cette nouvelle activité ne marchait pas. Est-ce que c'est si grave ? Est-ce que je peux en tirer un apprentissage ? Alors vous vous dites sûrement, comment on le fait concrètement ce pas de côté ? Je pense que la première chose à faire, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être un expert pour apporter de la valeur. Par exemple, moi je me forme depuis quelques temps à l'ACT, donc la thérapie d'acceptation et d'engagement. Je me forme depuis des années maintenant. Je me considère pas du tout comme une experte. Je continue sans cesse d'apprendre encore à ce sujet. Mais ça m'empêche pas de tenter des choses en consultation. Et même si c'est pas parfait, je sais que ça peut apporter de la valeur à ma consultation et à mes patients. Je l'ai observé chez mes patients. Ça me permet aussi de voir les outils, les exercices avec lesquels je suis plus à l'aise et du coup d'orienter mes formations, mes lectures vers ce qui me parle le plus. Tester, se tromper, pour moi, c'est un vrai indicateur pour la suite sur comment on va évoluer et comment on va avancer. Et je pense que sans se tester concrètement sur le terrain, on ne peut pas savoir si c'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer à ses consultations, par exemple. Alors bien sûr, c'est pas facile de se rendre compte de cette valeur qu'on va apporter. Moi, j'ai pris l'habitude depuis quelques temps de faire régulièrement le point sur mes consultations, de noter ce qui était positif, mes réussites, et aussi noter ce qui a moins bien fonctionné. J'essaie de le faire sans jugement, mais vraiment en me servant de ce malaise que j'ai pu ressentir en consultation, ce moment où je me suis sentie dans l'erreur, pour comprendre ce que j'aurais pu faire différemment et en tirer du positif. Ne pas rester sur cet échec, mais au contraire, m'en servir pour la suite. Ce qui me semble important aussi, quand on a des appréhensions à lancer un nouveau projet, à poster un article sur les réseaux, quand on a cette crainte du jugement de nos collègues, de nos patients, c'est de se reconnecter à son pourquoi. Pourquoi j'ai eu cette idée ? Qu'est-ce qui m'anime à travers ça ? Je vais prendre l'exemple du podcast Entre deux patients. On a été exactement là-dedans quand on a décidé avec Élise de lancer ce podcast à destination des diététiciens. On s'est évidemment demandé quelle était notre légitimité et on avait pas mal d'appréhensions. On a pris du temps pour discuter de ce pourquoi on voulait lancer ce projet. Ce qui nous animait, nous, c'était vraiment le partage de nos expériences, sans prétendre donner des leçons ou propager la bonne parole, simplement partager ce qu'on vit dans notre quotidien de diététicienne depuis plus de 10 ans. On se disait que ça pourrait aider, inspirer, questionner les autres professionnels. On voulait faire ça de façon positive parce qu'on trouvait que ça manquait et que ça nous avait manqué quand on a démarré. C'est ce pourquoi, finalement, qui a pris le dessus. Ça a apaisé toutes nos craintes et ça nous a permis de passer à l'action. Et quand tu es au clair avec ton but ultime, ça surpasse finalement cette peur du jugement. Et puis quand on est au clair avec nos intentions, on fait plus facilement face au jugement ou aux critiques qui peuvent survenir après. On sait pourquoi on le fait. Et puis, on m'a souvent répété quand j'étais plus jeune, il n'y a que celui qui ne fait rien, qui ne se trompe jamais. Et c'est d'ailleurs parfois celui qui ne fait rien qui va critiquer. Mais cette critique, elle peut venir aussi de soi, quand on regarde ce qui se fait ailleurs, par exemple par les collègues, sur les réseaux. Arrêtons de regarder ce que font les autres diététiciens sur les réseaux. Ou alors, regardons ça pour nous inspirer, pour se motiver, pour se challenger. Mais si regarder l'autre vous fait perdre tous vos moyens, prenez du recul par rapport à ça.
Désabonnez-vous des comptes qui ne vous font pas avancer. Il y a une chose importante à avoir en tête, c'est que ne sont visibles que ceux qui ont réussi. On n'entend jamais parler de ceux qui ont échoué ou de ceux qui sont en train d'échouer, mais qui demain vont cartonner. On voit que ceux qui réussissent, mais on ne voit pas les années de galère pour y arriver, et ça, clairement, ça peut démotiver. Alors gardez en tête que cette personne que vous admirez, qui vous paraît être plus à la hauteur, elle a peut-être échoué pendant des années, et c'est ça qui lui permet d'afficher autant d'assurance aujourd'hui dans ce qu'elle fait. La dernière chose qu'on voulait partager ici avec vous, c'est la technique des petits pas. Je suis sûre que c'est quelque chose que vous abordez en plus avec vos patients. Ces petits pas à faire pour sortir progressivement de sa zone de confort. Trouvez des activités challengeantes, mais qui ne vont pas vous mettre en extrême difficulté. Par exemple, si un challenge, une nouvelle activité, un nouveau projet vous paralyse, réfléchissez à ce qui pourrait rendre ce challenge un peu plus accessible. Pensez à cette personne qui veut se mettre à courir mais qui n'a jamais pratiqué cette activité. On va lui conseiller de démarrer en douceur, de faire de courtes sorties pour ne pas être en grande difficulté dès le départ. Je pense qu'il faut aussi savoir évaluer si on est un pied en dehors de notre zone de confort et qu'on ressent un peu de peur, ce qui est normal, ou si on est les deux pieds dans notre zone de non-compétence. Moi, le syndrome de l'imposteur, je le vois finalement comme une alerte. Quand je ressens ce malaise, finalement, je sais qu'il faut que je fonce, que ça va me faire sortir de ma zone de confort, mais que je vais progresser. Alors pour terminer, je dirais que surtout, ne prenez pas l'habitude d'éviter toute activité inconnue. Je pense qu'au contraire, ça fait que renforcer ce sentiment d'illégitimité. Ne vous enfermez pas dans ce cercle vicieux. Lancez-vous, trompez-vous et apprenez de ces erreurs pour avancer et vous perfectionner. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram respectif où on essaie de partager un maximum de contenu positif, d'échanger sur nos visions de la diététique pour se motiver, se challenger et progresser. Merci pour votre attention et à bientôt entre deux patients.